l'énergie renouvelable pour nous assurer, dans le fond, qu'elle soit bien présente dans la prochaine politique énergétique. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter les différentes personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Alors, à mes côtés, j'ai Amélie Saint-Laurent-Samuel, qui est de Vision Biomasse Québec et de Nature Québec. Bonjour. Nous avons Steven Guilbeault, l'équitaire. Bienvenue. Yves Thomas-Thermal du Conseil du patronat du Québec. Bonjour. Nous avons aussi Frédéric Côté du Technocentre éolien. Bonjour. Bienvenue. Et Jean-François Samré de l'Association québécoise pour la production d'énergie renouvelable, à qui je laisse la parole. Bonjour, alors bonjour à tous et à toutes, n'est-ce pas? Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, il y a quelques jours, comme le disait Steve, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de mettre une cible de réduction des GES de 37,5% par rapport à l'année 1990, et ce, pour l'année 2030. Plus tôt cet été, le premier ministre Couillard avait également ratifié le Under 2 MOU, c'est-à-dire une cible qui ferait passer qui veut réduire de 80-95% les réductions de GES d'ici 2050. Donc, l'atteinte de ces cibles, de ces objectifs, dépendra directement de la place qui sera faite aux énergies renouvelables, de la réglementation qui sera adoptée, de l'ampleur des efforts consentis en substitution énergétique également. Il y a donc un lien direct entre les GES et la politique énergétique. La parution prochaine de cette politique 2016-2025 sera donc un rendez-vous déterminant, à savoir est-ce que le Québec va être dans la bonne direction pour atteindre ces cibles. Et la compréhension de cette politique-là par le grand public le sera tout autant. C'est pourquoi nous sommes tous ici devant vous, et plusieurs choses peuvent être dites sur le Québec et son énergie. Donc, premier constat, vous pouvez voir sur cet acétate, quand on regarde le bilan énergétique du Québec, on prend celui de 2012, on se rend compte que contrairement à ce qui est d'idées reçues dans la population, ce n'est pas l'électricité qui est la première source d'énergie requise par l'économie québécoise. Quand on prend l'énergie primaire dans l'économie, donc on s'aperçoit que c'est les produits pétroliers qui sont à 41% et l'électricité vient au second rang avec 34%. Le Québec importe donc, si on regarde les sources d'approvisionnement, le Québec importe 56% de l'énergie dont il a besoin et les énergies renouvelables représentent 44%. Donc, est-ce que ça a des conséquences? Ça a des conséquences sur la balance commerciale parce que en 2012, ces importations-là représentaient 16 milliards de dollars et c'est donc 54% du solde négatif de la balance commerciale du Québec. Donc, premier constat à réaliser. Deuxième constat, il y a d'énormes possibilités de substitution qui sont possibles au Québec et dans les juridictions voisines. D'ailleurs, si vous suivez, vous le faites, c'est votre métier, vous suivez l'actualité, vous voyez que ce soit les États de la Nouvelle-Angleterre, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard, l'État de New York, toutes ces juridictions sont à la recherche d'énergie verte et plusieurs ont mis en place des systèmes de bonification des attributs environnementaux pour y parvenir. Nous sommes d'avis que le gouvernement du Québec pourrait et a tout ce qu'il faut pour faire du Québec un véritable leader en énergie renouvelable en Amérique du Nord en instaurant les bonnes politiques. Ce faisant, il améliorerait sa balance commerciale, réduirait ses émissions de GES et tonifierait son économie. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est la cible. Vous voyez qu'en 2012, le Québec émettait 78,3 millions de tonnes équivalent de CO2 et l'objectif pour 2030 est de réduire d'encore 25,5 mégatonnes. Donc, c'est le défi qui est devant nous. Et donc, après avoir réalisé la première phase de substitution, on la voit ici, vous voyez que des années 78 à 96, le Québec a réduit de 25% son recours aux produits pétroliers. Et ça, c'était fait par l'ajout d'énergie renouvelable. Il faut voir en bleu qui était le pétrole et la part de l'électricité. Je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé, mais ce que vous voyez ici, cette ligne-là, c'est l'électricité.
Donc, si on applique le plan de réduction, vous allez voir que l'électricité se ramasse à ce point-ci et le pétrole va se ramasser, donc une réduction. Donc, pour nous, il est clair que le Québec doit maintenant entamer une deuxième phase de substitution des produits pétroliers. Donc, d'ici 2030, en appliquant les recommandations qui sont là, le Québec pourrait réduire d'encore 30 son recours aux produits pétroliers et augmenter de 8 son recours aux énergies renouvelables. Plusieurs filières peuvent aujourd'hui contribuer à cette deuxième phase. Certains représentants de ces filières sont avec nous aujourd'hui. Je vais donc leur laisser la parole afin de leur laisser nous parler des objectifs. Tout d'abord, la représentante de la filière de la biomasse, Amélie Saint-Laurent-Samuel, coordonnatrice de Vision Biomasse. Madame Saint-Laurent-Samuel, c'est à vous? Bonjour, laissez-moi tout d'abord vous dire un mot par rapport à Vision Biomasse Québec. Vision Biomasse Québec est un regroupement d'organisations issues des milieux coopératifs, municipaux, des affaires, de l'environnement et du développement rural. Son objectif premier est de promouvoir le développement d'une filière de chauffage à la biomasse forestière résiduelle, une filière qui serait exemplaire et performante. Maintenant que c'est dit, Vision Biomasse Québec croit qu'il est grand temps que le Québec développe de manière significative ces énergies renouvelables qui sont créatrices de richesses tant en termes économiques et environnementaux. L'utilisation de biomasse forestière résiduelle doit s'inscrire dans le portefeuille énergétique québécois, notamment parce qu'elle peut permettre le remplacement des combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments, mais aussi pour la production de chaleur pour des procédés industriels. C'est une énergie qui est, oui, renouvelable, mais aussi peu coûteuse, qui est locale, qui est flexible et qui permet la consolidation des activités sur le territoire, des activités économiques, notamment l'industrie forestière. D'ailleurs, Vision Biomasse Québec propose 7 cibles de développement pour 2025, dont la production de 4000 gigawattheures d'énergie renouvelable pour substituer 400 millions de litres de combustible fossile et pour créer plus de 16 000 emplois. Maintenant, les sites de Vision Biomasse Québec sont tout à fait compatibles avec la proposition de l'ACPER de remplacer 30 du pétrole consommé au Québec par des énergies renouvelables. Merci. Alors, vous connaissez également l'importance de la filière éolienne pour le développement économique québécois, particulièrement en région. M. Frédéric Côté, qui est justement à mes côtés, prendra la parole afin de vous présenter ses objectifs. Merci beaucoup. Attention dans le dos. Et un peu à ma voix, je m'excuse, je suis un petit peu enrhumé ce matin. Un petit peu, oui. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi pour m'asseoir à côté de toi. Merci tout le monde d'être présent ce matin. Ça me fait plaisir d'être parmi vous pour appuyer la vision 3030 de l'ACPER. Trop souvent, au Québec, on pense, évidemment, on pense que l'électricité, tout est vert, alors qu'on voit qu'il y a de la place encore à l'amélioration. Il y a vraiment une belle opportunité dans le cadre de la prochaine politique énergétique de consolider le leadership du Québec au niveau des énergies renouvelables puis du remplacement des énergies fossiles. Au niveau de l'éolien, permettez-moi tout d'abord de parler un petit peu du technocentre éolien. On est un centre d'expertise en énergie éolienne. On est situé à Gaspé. On est à Québec aujourd'hui, mais le technocentre est à Gaspé. Et nous, notre travail, c'est vraiment de faire de la recherche appliquée et du transfert de technologie auprès des entreprises du Québec. On a réussi à développer au Québec une belle expertise dans le cadre de la présente politique énergétique, une belle expertise au niveau éolien. Déjà, dans nos universités, il y a plus d'une centaine de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat qui ont été produites dans les universités québécoises sur le sujet de l'énergie éolienne. Au Technocentre éolien, nous sommes des représentants du Canada sur des groupes de recherche de l'Agence internationale de l'énergie, notamment sur l'éolien en climat froid et l'utilisation des lasers dans l'évaluation du potentiel météo, le potentiel éolien. Et on a développé également des expertises en jumelage éolien diesel pour les sites isolés. Encore une belle opportunité de déplacer du diesel. Donc, il y a vraiment une expertise intéressante qui s'est développée au Québec au cours des dernières années en énergie éolienne. Et il y a également une belle expertise qui s'exporte. Je vous parlais un peu des travaux du Technocentre éolien au niveau de l'international. On a des clients allemands, des clients suédois, des clients aux États-Unis, au Québec évidemment. Donc, il y a déjà cette expertise qui s'est vraiment positionnée dans une niche de l'adaptation de ces technologies au contexte opération québécois et canadien.
mais également il y a de l'exportation au niveau de nos manufacturiers. Tantôt, Jean-François parlait de l'impact de la filière éolienne, c'est 5 000 emplois au Québec, 1 200 dans la région de la Gaspésie, mais 1 000 également dans la région métropolitaine de Montréal. Et on a des entreprises manufacturières qui exportent, que ce soit de la Gaspésie, on parle des pales de LM qui ont été au Brésil, on parle de Marmen qui est probablement l'un des plus importants manufacturiers en énergie éolienne en Amérique du Nord, qui a des usines même aux États-Unis. On a également des entreprises comme Composite VCI, situées à Saint-Lin-des-Laurentides, qui sont en train d'ouvrir une usine au Brésil actuellement pour faire des capots de nacelle en matériaux composites. On a nos services d'opération et maintenance. Je rencontrais des entrepreneurs québécois cet été qui ont fait des mandats au Mexique en opération et maintenance, donc au niveau des services également. Alors, c'est toutes des belles réalisations qui se sont bâties autour de cette stratégie énergétique et de la filière éolienne. Et évidemment, on est d'avis que ce bilan enviable doit se poursuivre, il doit faire partie de la prochaine politique énergétique. Évidemment, comme ça a été si bien souligné dans le cadre du rapport du comité de travail gouvernement-industrie qui a été déposé en février dans le cadre de la consultation sur la prochaine politique, pour s'assurer d'avoir ce bilan enviable et cette pérennisation de la filière, on a besoin d'un marché local, domestique québécois vivant et prévisible. Et c'est sur ces volumes que pourront continuer de s'appuyer ce développement d'expertise et ce développement de nos exportations également et de notre filière manufacturière. Donc, c'est avec enthousiasme que je suis ici ce matin et je vous remercie beaucoup. Et on espère évidemment que le gouvernement entendra le message. Merci. Alors, il y a également plusieurs autres filières qui rendent possible cette substitution de 30 %. Il y a, en termes de biocombustible également, le Québec a tout ce qu'il faut pour réussir. Les objectifs de l'ACPER pour ça, c'est qu'il faut nécessairement créer un marché pour ces bioénergies-là, un marché qui soit local. Notre mémoire le détaille très clairement comment le faire, mais comment est-ce que ça peut se décliner? À titre d'exemple, pour le biométhane qui se transforme en gaz naturel renouvelable, donc établir à 1 % sa norme, sa teneur dans le réseau de distribution gazier, soit 60 millions de mètres cubes sur les 6 milliards commercialisés cette année. Un seuil de 5 % pour l'éthanol de deuxième génération, soit 450 millions de litres sur les 9 milliards. De 2 % pour le biodiesel, 110 millions de litres sur les 5,4 milliards. Donc, il y a également la production hydraulique qui répond aux critères et aux objectifs de développement durable en matière économique. Elle crée de nombreux emplois et des retombées locales. Et il y a plusieurs sites que le Centre d'expertise hydrique doit faire des réflexions et doit finalement faire des travaux sur ces sites qui sont déjà aménagés. Voilà autant d'emplacements où on pourra faire du développement par petite hydraulique sans avoir recours à des rivières qui ne sont pas aménagées. Il y a un potentiel grandissant également pour le solaire. Le Québec possède un ensoleillement comparable et même supérieur à bon nombre de villes européennes. Les coûts de production de cette technologie sont en baisse. À titre d'exemple, l'agence Bloomberg indiquait récemment que depuis 1976, c'est une courbe d'environ une réduction de 24 % par année des coûts des panneaux solaires qui ont cours. C'est beaucoup, oui, mais c'est le cas. Et ces chiffres-là sont sensiblement les mêmes qu'a constaté l'Agence internationale de l'énergie renouvelable. Donc, plusieurs initiatives pour accélérer le processus, l'utilisation, notamment les projets faits par la firme RACAN, de concentrateurs solaires. Vous avez peut-être entendu parler du projet qu'a fait Cascade en Estrie. Donc, des projets qui fonctionnent, qui sont là. Et c'est ce qui vient consolider des emplois et rendre possible le 30 % de réduction. Ces emplois-là et cet avantage pour le Québec, bien, c'est également quelque chose qui est très important pour une des personnes qui est avec moi en avant, Yves-Thomas Dorval, et je vais lui laisser le soin d'expliquer en quoi est-ce que cet objectif de réduction-là est significatif pour les entreprises québécoises. Merci Jean-François. Écoutez, on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le Conseil du patronat a pour mission de favoriser la prospérité au Québec. Et il poursuit en ce sens 4 priorités, dont une, c'est l'économie durable. Et on croit sincèrement que l'énergie, la production d'énergie renouvelable fait partie intrinsèque
de ce quatrième élément d'économie durable pour atteindre une prospérité. Donc, ce n'est pas opposé les questions de développement, de protection de l'environnement et la prospérité et le développement économique. Il y a des choses qu'on sait qui sont claires. Première des choses, à travers le monde, et le Québec en fait partie, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde sait ça, mais beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens arrivent avec des propositions pour comment y arriver. Deuxième des choses, pour y arriver, il faut réduire notre dépendance au pétrole. Ça, c'est un autre élément que tout le monde comprend aussi. Mais encore là, les gens en parlent, mais on ne fixe pas nécessairement les moyens pour les atteindre. Troisième des choses, au plan économique, pour la prospérité du Québec, il faut améliorer aussi notre balance commerciale. On importe davantage qu'on exporte. Dans le domaine de l'énergie, on produit beaucoup d'énergie hydroélectrique au Québec, on le sait, mais on consomme énormément également de pétrole. On l'a vu dans les chiffres tout à l'heure, de façon quand même assez majeure au Québec. Et quatrième vérité, la prospérité économique, ça ne se fait pas juste à Montréal, ça ne se fait pas juste à Québec, ça se fait partout, dans toutes les régions. Or, dans cette équation-là, dans tout ce que je viens de dire, la production d'énergie renouvelable est une solution, est un élément qui contribue à la fois à la prospérité, à la réduction de la dépendance au pétrole, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi au développement économique de toutes les régions. Alors pour nous, ça va de soi que ces choses-là se réconcilient et peuvent nous aider à obtenir nos objectifs. Tout de suite, quand on parle d'objectifs, on a vu le gouvernement émettre ses orientations dans le cadre d'une consultation. En fait, il y a plusieurs chiffres, là, mais lui en a mis une sur la table, entre autres, à atteindre. Et je vous dirais très simplement que dans beaucoup de milieux, il y a beaucoup de sceptiques. Il y a beaucoup de sceptiques en disant « Ah, c'est pas possible à atteindre ». Je pense que le rôle et le travail qu'a fait PER, est très intéressant parce qu'il vient avec des solutions. Voici, il y a des objectifs, il y a des intentions. On en parle beaucoup, on n'est pas sûr, mais avec les recommandations qui sont faites ici, il y a une contribution nette pour l'atteinte de ces objectifs-là, qui est mesurable, qui est chiffrable. Au lieu de parler seulement de « Ah, on doute, c'est peut-être, oui, c'est des bonnes intentions », on arrive avec des propositions concrètes. Il y a tout un débat cet automne sur des questions de politique énergétique, sur des cibles au niveau des hydrocarbures aussi, en passant. Alors, tous ces éléments-là, je pense que la contribution particulière que fait la QPER ce matin, c'est d'arriver à dire, nous autres, on veut contribuer au débat, puis voici des façons d'atteindre les objectifs. Puis des façons qui sont réalistes, parce qu'il y a plusieurs de ces choses-là qui sont faites soit sur base d'expérimentation ou soit sur base carrément industrielle. J'arrive à la question industrielle. Vous savez, quand on vit dans les grands centres urbains, des fois, on dit « Ah, bon, c'est bien, quand il y a de l'aide à l'énergie renouvelable, c'est pour aider des régions, puis ça coûte cher, etc. » La réalité, c'est qu'il faut aller voir de près. Cet été, je suis allé me promener en région, entre autres dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Je suis allé rencontrer les gens là-bas, le tissu économique, pas seulement les producteurs ou les gens qui sont dans le domaine de l'énergie éolienne, par exemple, ou la biomasse, mais vraiment aller voir l'ensemble des gens qui travaillent dans le milieu économique, les municipalités et les gens qui travaillent aussi avec les groupes sociaux. Et j'ai été fasciné de voir à quel point l'énergie renouvelable contribue au développement économique des régions, entre autres le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Ce n'est pas des subventions, ce n'est pas du bien-être social, parce qu'il y a une contribution réelle à l'économie. Là, quand on tombe dans le débat sur, par exemple, le rapport coût-investissement, je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la production, par exemple, au niveau éolien, mais je donne cet exemple-là, mais ça peut être dans d'autres choses, est tout à fait comparable à d'autres types de production, ou même, voire avantageuse à d'autres types de production d'électricité qu'on connaît mieux. Alors, il y a beaucoup de légendes urbaines, il y a beaucoup de perceptions. Puis encore une fois, le travail que fait la QPR, c'est d'arriver avec des propositions ce matin qui permettent d'arrêter de parler juste de rumeurs, de perceptions, d'arriver avec des choses concrètes. Et je terminerai de ce côté-là en disant, j'ai parlé un petit peu de l'éolienne, et un des défis qu'on a aussi, c'est l'utilisation à des fins plus adéquates de nos déchets. Et je pense qu'entre autres, la biométhanisation, c'est un élément
extrêmement intéressant. Quand c'est rendu que l'Alberta bâtit des usines de transformation des déchets municipaux comme à Edmonton pour produire des sources énergétiques à partir des déchets, puis qu'au Québec, on est même pas encore dessus. On s'en vient, par exemple. Je pense qu'on a des croûtes à manger, et je pense que de ce côté-là, on a de belles expériences, de belles réalisations qui vont arriver. C'est le cas pour la biomasse. Quand j'étais encore là, dans le Bas-Saint-Laurent, je suis allé visiter un centre de développement de la biomasse, puis on travaille avec des projets pilotes d'utiliser, par exemple, la biomasse. Écoutez, les résidus forestiers, ils restent là. Hein? Puis, dans le fond, ça devient pratiquement de la pollution, à quelque part. Si on peut les utiliser pour procurer, entre autres, de la biomasse, c'en est un bon exemple d'utilisation. Alors, il y a plein de bons exemples comme ceux-là. L'énergie solaire, les gens disent toujours au Québec, hey, c'est l'hiver, on n'a pas beaucoup de périodes d'ensoleillement. Mais encore là, il y a des projets qui se font, puis des projets en ville, par exemple, sur des toitures de bâtiments. Je discutais de ça avec M. Samoury ce matin. Il y a énormément, mais encore là, on dirait que ça reste un peu caché, ces choses-là. Alors, je pense qu'il y a une grande contribution qui est faite par votre association ce matin. Nous, on est ici pour appuyer le développement économique, le développement de la prospérité qui passe notamment par l'utilisation de la production d'énergie renouvelable. Puis ça va nous aider à réduire l'émission de gaz à effet de serre au Québec. Merci, Thomas. Alors finalement, comme nous l'indiquons depuis le début, les énergies renouvelables sont un partenaire de premier choix dans l'atteinte des cibles de réduction de GES. Alors, il est directeur principal d'Équiterre. Steven Guilbeault est un intervenant connu de tous. Il me fait plaisir de lui donner la parole afin d'avoir son opinion sur l'apport environnemental des énergies renouvelables et des objectifs de la CRAP. Merci Jean-François. Bonjour, merci d'être ici. Donc, mon nom est Steven Guilbeault, je suis directeur principal d'Équiterre. En fait, Équiterre souscrit tout à fait aux objectifs proposés aujourd'hui par l'Association québécoise des producteurs d'énergie renouvelable. Nous croyons tout à fait que nous pouvons, et en fait, je reprendrai intégralement ce que mon collègue de gauche, au sens physique du terme, a dit il y a une minute, évidemment, à la fois sur la fin de cette dichotomie-là entre protection de l'environnement et développement économique et prospérité, comment nous pouvons réduire nos émissions de gaz à effet de serre au Québec, et nous l'avons déjà fait. On l'oublie, là, mais le Québec a atteint et dépassé les objectifs qu'il s'était fixés sur l'horizon 2012 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur industriel québécois est déjà, en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, où l'ensemble de l'économie québécoise doit être en 2020. Alors, ces choses-là sont possibles, ça ne relève pas de la science-fiction. Nous pouvons le faire. Évidemment, il y a des défis, et Jean-François a bien démontré comment, sur l'horizon 2030 et même par la suite 2040 et 2050, il y a beaucoup de choses à faire. De réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le Québec a proposé de le faire, d'au moins 80% d'ici 2050, ça veut dire qu'il va falloir réduire d'à peu près 3 à 4% de nos émissions de gaz à effet de serre après les années 2030. Donc, ce sont des réductions importantes. Comment on fait ça? Bien, on se libère de notre dépendance au pétrole. On l'a bien vu, c'est une part importante de notre énergie au Québec, de notre portefeuille énergétique. C'est près de la moitié de notre déficit commercial également, le pétrole. Alors, il y a un problème là. Et Équiterre, on n'est pas les représentants d'une filière énergétique ou d'une autre, mais si vous voulez bien, ce matin, je me ferai un peu le porte-voix des 25 000 personnes qui étaient dans la rue en avril dernier, dans le cadre de la Marche pour le climat, des 300 quelques mille personnes qui étaient dans les rues de Montréal en 2012 pour demander de l'action sur les changements climatiques, les 600 000 personnes qui étaient dans les rues de New York en septembre dernier. Il y a une adhésion planétaire à la question de la lutte au changement climatique. L'ensemble de la population québécoise appuie le gouvernement là-dedans. Évidemment, par contre, a raison, il y a un certain niveau de scepticisme. Et je pense que le message qu'on veut envoyer au gouvernement, c'est qu'il faut faire preuve de cohérence. On ne peut pas, d'une part, dire nous allons avoir des objectifs très ambitieux de lutte au changement climatique, nous voulons être un modèle, nous voulons être un leader, tout en ne prenant pas les décisions qui s'imposent. On ne peut pas faire une chose et son contraire et espérer atteindre des objectifs ambitieux. Et je pense que ce matin, on voit bien, noir sur blanc, comment on peut y arriver. Comment c'est tout à fait dans notre intérêt, à la fois au niveau de l'emploi, à la fois au niveau économique et à la fois au niveau environnemental. Merci beaucoup. Alors,
En conclusion, la proposition de l'ACTER permettrait au Québec de croître de 8 sa part des énergies renouvelables dans son portefeuille pour la porter à 52 Et également, donc, ça permettrait une réduction de 14 millions de tonnes équivalentes de CO2. Donc, c'est c'est près des 2/3 du chemin à parcourir. Vous allez me dire, oui, mais l'efficacité énergétique là-dedans, bien, effectivement, dans la vision présentée par la QPR, il y a une réduction de 48 TWh équivalent. Donc, il y a beaucoup de réduction de perte d'énergie, de mesures d'efficacité énergétique qui sont là parce que c'est fondamental et c'est essentiel. Et donc, ça permettra au Québec de réduire de 30 sa quantité de pétrole consommé. Ça se fait comment? Ça se fait, je pense que les 25 recommandations qui sont à l'arrière sur la clé USB que vous allez pouvoir consulter, notamment par l'électrification des transports, notamment par rendre disponibles aux consommateurs ces véhicules-là. Ça passe également par la valorisation du biométhane dans les transports, parce qu'à ce moment-là, ça devient vraiment une source de réduction significative pour le camionnage lourd des réductions de GES. Ça passe par une teneur plus grande en biocombustible, la création d'un marché au Québec pour ce gaz-là. Et donc, c'est également des investissements qui se feraient de 30 milliards de dollars dans l'économie. Donc, ça vient vous démontrer que ça rend possible cette substitution-là. Il n'y a plus de question. Il n'y a plus de compromis entre développement économique et développement durable. Ces deux choses-là peuvent se faire, elles se font de pair et c'est la voie pour l'avenir. Donc, tout ça permettra au Québec de bénéficier d'une richesse durable pour les générations à venir. Alors, je vous remercie beaucoup. Oui, merci à tous. Alors, on peut prendre quelques questions de la part des journalistes. Monsieur Laforêt? M. Dorval et M. Guilbeault. Je commence avec M. Dorval. On fait quoi qu'au Dairy et Anticosti? En fait, Old Dairy et Anticosti, le gouvernement, ce qu'il veut voir, c'est le potentiel qui existe. Demain, vous comprendrez, je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de la promotion des hydrocarbures, mais les hydrocarbures font partie quand même de la réalité des Québécois, on en importe beaucoup. Et même s'il y a une réduction qui est proposée ici, il y en aura quand même de la consommation d'hydrocarbures au Québec. Et de ce côté-là, ce qui est fait actuellement, c'est de voir par l'exploration, est-ce que le Québec peut être plus indépendant des importations de ce côté-là. On peut être pour ou contre le pétrole dans sa phase. La réalité, c'est qu'il y en a. L'objectif de l'association aujourd'hui, c'est justement d'en réduire notre dépendance au pétrole comme tel en introduisant davantage, je dirais, d'accent sur la production d'énergie renouvelable. Évidemment, ce n'est pas le cas d'Audrey et l'Anticosti. La seule chose que je peux dire à ce moment-ci, c'est qu'un Québec prospère, c'est un Québec qui réussit à dépendre moins des ressources qui nous viennent de l'étranger et plus des ressources qui sont ici. Et là-dessus, l'énergie renouvelable peut être un apport extraordinaire au développement économique au Québec. Quand on regarde plusieurs études qui ont été publiées au cours de la dernière année et demie au niveau international, je pense à une étude de la Banque mondiale qui a longtemps été l'institution au monde qui a plus financé le développement des combustibles fossiles. Je pense au Fonds monétaire international. Je pense même à l'un des éléments qui est ressorti du sommet économique de Davos. L'ensemble de ces acteurs-là s'entendent pour dire que le développement futur énergétique ne sera pas un développement basé sur les combustibles fossiles. Bloomberg, en avril dernier, publiait une étude qui montrait que depuis 2013, année après année, on investit plus dans la production d'énergie à partir des renouvelables qu'à partir des combustibles fossiles. Donc, depuis 2013, les renouvelables ont dépassé les combustibles fossiles au niveau mondial. Et les projections de Bloomberg, c'est que d'ici 2030, la production d'énergie à partir de combustibles fossiles va diminuer de moitié, pendant que celle des énergies renouvelables va augmenter, va doubler. Donc,
la même proportion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ces acteurs-là nous disent essentiellement, c'est que pour nos développements énergétiques futurs, on doit investir dans autre chose que les combustibles fossiles. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les vannes. On a déjà une infrastructure de combustibles fossiles à l'échelle mondiale importante. On a des producteurs, des raffineries, de la distribution, du transport de la distribution. Nous gardons les infrastructures que nous avons pour progressivement réduire cette consommation-là. Mais pour les investissements futurs, on doit les faire dans les énergies renouvelables. Et je vous inviterai à lire Je comprends, M. Guilbeault. Ma question était, qu'est-ce qu'on fait avec Old Harry et Anticosti? J'arrive. Compte tenu de ce que vous annoncez ce matin. J'arrive. Je vous inviterai à lire un rapport qui a été publié également en avril dernier par la Banque centrale de Grande-Bretagne, dirigée par un certain Mark Carney, sur ce qu'on appelle maintenant de plus en plus la bulle du carbone. Comme la valeur des compagnies de combustibles fossiles, que ce soit charbon, pétrole, repose beaucoup sur les réserves que ces entreprises-là possèdent, et comme on vit dans un monde où il s'adopte de plus en plus de législation à l'échelle planétaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la place que les renouvelables prennent, pour la Banque centrale de Grande-Bretagne, les actifs de ces entreprises-là pourraient devenir des passifs. On parle en fait de la bulle du carbone au même titre qu'on a eu une bulle immobilière il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pour moi, c'est clair que pour le développement énergétique futur du Québec, on ne doit pas investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles. Il faut investir dans les renouvelables. Si on prend de l'argent et qu'on le met dans les combustibles fossiles, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour mettre dans les énergies renouvelables, dans le déploiement de la biomasse, par exemple, de l'éolien, du solaire, ainsi de suite. Merci. Est-ce que selon vous... Je peux revenir à vous, M. Laforêt, tantôt? Ouais. Vous avez votre collègue. On va en faire deux, puis après ça, deux chaque. Seulement, c'est la norme, deux chaque. Oui, OK. Allez-y. Est-ce que vous croyez que le gouvernement va atteindre sa cible de 37,5 de 1990, tel qu'il le propose actuellement? S'il n'y a pas de changement massif dans son orientation et son développement? Je pose la question ouverte à tout le monde. S'il ne bouge pas et qu'il continue dans la voie actuelle, ne développe pas les énergies renouvelables, n'aide pas les industries à faire les transitions, si c'est possible d'y arriver? Personnellement, moi, je ne suis pas un spécialiste du 37, du 38, du 39 ou du 36. Mais on sait qu'on a une obligation de résultat. On n'a pas le choix. Et là-dessus, ce qui m'intéresse particulièrement dans la proposition de la QPR ce matin, c'est d'arriver avec des mesures concrètes. Voici, nous, notre proposition, notre contribution pour atteindre des objectifs comme ça. S'il n'y a pas d'objectifs clairs et s'il n'y a pas des programmes clairs, il n'y aura pas aussi des investissements clairs. Vous savez, dans le domaine de l'énergie renouvelable, comme dans n'importe lequel, lorsqu'on décide d'investir, c'est parce qu'à quelque part, on voit une possibilité du retour sur l'investissement. Si la politique n'est pas claire, si les objectifs ne sont pas clairs, si les programmes ne sont pas clairs, comment y arriver, bien, les gens vont continuer à attendre. Et c'est beaucoup ce qui arrive. Actuellement, il y en a de l'argent, en passant. Les entreprises, là, dernièrement, ils en ont accumulé de l'argent, mais ce n'est pas clair s'ils vont avoir un retour sur leur investissement quand ils investissent dans quelque chose. Là, ce qu'on dit, dans le fond, ce que la QPR dit ce matin, c'est au gouvernement, voici, nous, on vous propose un projet. On vous dit, si vous nous fixez des objectifs clairs, si vous nous fixez des programmes clairs, les investissements vont suivre. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec Yves Thomas et je pense que c'est important de voir qu'il se fait déjà des choses au Québec. Alors nous, ce qu'on propose, c'est d'aller de l'avant encore plus vite, de prendre des décisions encore plus claires. Donc la cohérence, je pense que Yves Thomas et moi, on se rejoint tout à fait là-dessus, mais on a un plan d'action sur les changements climatiques. On a un fonds vert qui est dédié à la mise en place de mesures dans le secteur des transports, dans les entreprises. Yves Thomas parlait de ce qui se passe à Edmonton, où on transforme des déchets. Une fois qu'on a recyclé et composté, on prend ce qui reste et on transforme ça en éthanol de deuxième génération. C'est une compagnie québécoise qui a développé cette technologie-là, Enerkem, qui a en partie été financée par de l'argent du Fonds de lutte au changement climatique québécois. Alors, il se fait des choses au Québec. Maintenant, plus on avance, plus nos objectifs sont ambitieux, plus notre stratégie, plus nos décisions doivent être claires.
et doivent être cohérentes. Si on veut arriver, mais moi je suis convaincu qu'on peut atteindre le 37,5 %. Donc le gouvernement n'est pas clair avec ça. Ben, je pense qu'il y a des choses qui se font qui sont correctes, mais je pense que oui, on a besoin, la politique énergétique qui va paraître ne peut pas être une chose et son contraire, ne peut pas être mi-figue, mi-raisin. Ça, je pense que c'est pour moi, et je pense pour plusieurs personnes, c'est assez clair. Si on veut arriver, on ne peut pas avoir une stratégie énergétique qui ne tient pas compte de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas évoluer en silo comme ça à l'intérieur d'un même gouvernement, ça n'aurait pas de bon sens. Si tu permets, Stéphane, je pense qu'il faut également réaliser le document qu'on vous présente, la vision de la QPR. La chose, elle est possible. 14 mégatonnes de réduction, c'est près des 2 tiers. C'est possible. Et pour répondre à votre question, M. Laforêt, il faut réaliser que la politique énergétique qu'on a là, elle tire à sa fin, il reste 3 mois à sa durée, et elle a été faite il y a de ça 10 ans, avec les technologies qui étaient disponibles à l'époque. Ces technologies-là, elles ont évolué. Il y a eu des innovations, il y a des instruments de marché qui se sont développés, et je pense que le gouvernement a annoncé d'abord ces cibles de réduction de GES, va venir, ce qu'on en comprend en suivant l'actualité, va venir un plan d'électrification des transports et à la fin de l'année, la politique énergétique. Et ce qu'on amène au gouvernement aujourd'hui, c'est un plan de match. Il le prend, il l'applique, il va être capable de réaliser une réduction significative et par la suite, ce sont d'autres mesures qui viendront du ministère des Affaires municipales, du ministère de la Forêt, du ministère de l'Agriculture. D'autres mesures sont possibles, mais nous, on croit, avec les technologies d'aujourd'hui, que ça peut se faire et que par le signal qui va être lancé avec la politique énergétique, le marché va réagir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Autre question? Oui, j'ajouterais peut-être. Oui. Merci. Oui. M. Jorbel parlait des programmes, mais je pense que l'important, c'est dans la continuité et la constance des programmes. Par exemple, pour la biomasse forestière résiduelle, nous avions au Québec un programme d'aide à l'utilisation de la biomasse forestière qui a été victime de son succès. Finalement, en 2013, a été épuisé très rapidement. En fait, à ce moment-là, la filière était en constante évolution. Je dirais au niveau des projets installés, mais aussi au niveau des acteurs de la filière. Donc, tout ce qui était approvisionnement se structurait, les consultants, les équipementiers aussi, donc des technologies québécoises, de l'expertise québécoise. Donc, le programme s'est épuisé. Un nouveau programme lors du rendez-vous national sur la forêt a été annoncé. Maintenant, ce programme-là donc, a redonné de l'espoir à tout le monde. Les gens l'attendaient. Encore une fois, les demandes se sont accumulées au Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique. Et puis, maintenant, le programme est en révision, donc suspendu. Donc, c'est ces variations-là dans le temps qui épuisent aussi la filière. Et puis, il faut dire que l'aide n'est pas... en fait, on ne veut pas faire une filière avec des handicaps, on veut une filière qui se poursuit d'elle-même, mais pour une jeune filière en énergie renouvelable. Ces aides-là sont importantes en début de parcours, surtout quand on pense que les utilisateurs potentiels, comme les institutions, les municipalités, notamment les petites municipalités, n'ont pas les reins assez solides pour se lancer dans l'aventure seuls en début de filière. Donc, c'est ces variations-là dans le temps qui peuvent justement venir brouiller l'atteinte des objectifs, je crois. Donc, il faut une implication claire du gouvernement et puis l'exemplarité aussi. Il faut que les babines suivent les bottes. Exactement. Autre question, oui, Oui, monsieur? bonjour, Jean Cavalier, Journal de Québec. Juste pour être bien sûr de comprendre, une des critiques qui est souvent faite par rapport à la filière relativement sidérienne, c'est que c'est une filière qui coûte quand même assez cher à développer. En ce moment, le Québec est assis sur des surplus énergétiques assez importants. Donc, on exporte à bas prix, en gros, aux États-Unis. Donc, on fait un petit peu d'argent, dans le fond, est-ce qu'on n'en perd pas? Ces surplus énergétiques-là, si je ne me trompe pas, sont là pour rester, là, surtout avec les programmes d'efficacité énergétique. Alors, à quoi ça sert de produire plus d'énergie biomasse, plus d'énergie éolienne, alors qu'en ce moment, on a des gros surplus énergétiques? Jean-François? Oui, mais écoutez, je vais vous ramener ici. On va faire comme ça. Première phase, hein, quand la baie James a été raccordée, l'année couchable, on est ici, là, ça commence 1978.
La part de l'électricité, la part des produits pétroliers. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Rappelez-vous les unes, le Québec est en surplus, ça nous sort par les oreilles, l'eau passe par-dessus les barrages. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, il y a eu des programmes qui ont été mis en place et il y a eu un lien inversement proportionnel qui a permis justement de remplacer la combustion, l'utilisation des produits pétroliers par de l'électricité. On se ramène aujourd'hui, pour répondre à votre question, on a de l'énergie disponible. Oui, on a mis en place des ouvrages, de l'éolien, mais là, le triangle devrait descendre jusque-là. Mais on a une autre zone qui est devant nous pour les prochaines 15 années pour faire cette substitution-là. Pas d'énergie disponible, pas de signal aux consommateurs de dire « convertissez-vous, il va y avoir de l'énergie ». Si dans les années 80, le gouvernement avait dit « lâchez votre chaudière au mazout, là, installez-vous du chauffage électrique, puis savez-vous, on ne sait pas si on va en avoir assez. Peut-être que vous allez avoir froid cet hiver là, parce qu'il va falloir faire du délestage. » Personne ne serait converti. Le fait d'avoir de l'énergie disponible permet cette substitution-là et va permettre au Québec de faire en même temps du développement économique et en même temps de la réduction de gaz à effet de serre. Et nos voisins également embarquent, ont des mesures, des systèmes pour mettre un prix sur le carbone. Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, il y a un prix d'environ 60 $ du mégawattheure, donc 6 sous du kilowattheure, une prime qui est versée à l'énergie verte. L'Ontario va vers le marché, le WCI du carbone. Donc, les juridictions voisines également sont à la recherche d'énergie verte. Et cet été, à la conférence qui vient de se terminer de Sainte-Chance des gouverneurs de Nouvelle-Angleterre, le message de la Nouvelle-Angleterre aux provinces canadiennes et particulièrement au Québec, c'était, vous savez, votre énergie verte, on la prend, puis on la prend toute. Tout ce que vous avez, là, que vous pouvez nous l'envoyer, on en a besoin parce qu'on veut réduire, parce que les citoyens dans les communautés demandent cette réduction-là. Donc, pour nous, le fait d'avoir de l'énergie disponible, c'est ce qui rend possible la conversion. Et je vous invite vite à faire le calcul. Il y a un équivalent de 9,8 kWh dans un litre d'essence. Prenez le prix d'électricité aujourd'hui, faites le calcul, vous allez voir que l'électricité est nettement moins chère que l'essence. Donc, pour le consommateur, c'est un plus. Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter un petit élément économique là-dessus, parce que c'est plus mon bag. Quand on compare le prix d'électricité, je comprends que les gens aient cette perception-là. Quand vous comparez le prix d'électricité sur des centrales qui ont été bâties il y a 25-30 ans, là, versus le prix de construction d'une centrale aujourd'hui, c'est pas la même chose. Quand on construit une éolienne aujourd'hui, le coût en termes de production du kilowattheure devient très, très comparable avec ce qui se construit dans le mode traditionnel. Donc, l'aspect, subvention, prix plus coûteux, etc., ça commence à diminuer. Les éoliennes sont aussi très souvent plus proches du centre de consommation. Il y a moins de coûts de transport par rapport à l'énergie. Elle a ses faiblesses, l'éolienne, parce que là, il ne faut pas parler juste des bons côtés. Chaque type de filière a ses forces et ses faiblesses. Mais elle a ses forces, puis ça, on les néglige. Dernier point, c'est que les premiers kilowattheures produits par l'éolien au Québec étaient produits dans un contexte où on n'avait pas beaucoup d'expertise, pas beaucoup de fournisseurs, pas beaucoup d'équipementiers. Aujourd'hui, on a construit un écosystème autour de l'éolien, qui fait qu'aujourd'hui, le prix du kilowattheure éolien en termes de capacité a diminué beaucoup par rapport aux premiers qui ont été mis sur pied parce qu'il y a un écosystème qui s'est bâti. Puis ça, c'est vrai, ça va être vrai dans la biomasse, ça va être vrai dans la biométhanisation et ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas l'expertise, l'équipement, toute la structure en place, les premiers investissements sont toujours un peu plus coûteux. Parce qu'on fait venir des experts d'ailleurs, parce qu'on fait venir, puis on fait des essais, qu'on fait des erreurs. Soit dit en passant, on va apprendre aussi de ce qui s'est fait à Edmonton quand on va arriver au Québec. Alors, il y a des avantages dans tout ça. Moi, j'ai plus cette perception-là. J'ai plus cette perception-là, que c'était plus coûteux, puis dans le contexte des surplus, je pense que M. Samry en a parlé tout à l'heure, les surplus, ça va et ça vient, ça dépend. Puis quand on parle de surplus, est-ce qu'on parle de la pointe ou on parle du surplus généré dans une... La pointe, là, dans une année, il faut en acheter de l'électricité au Québec. Quand on a un surplus, on l'achète. Par contre, l'Ontario est dans des problèmes. Je pense qu'elle en a besoin. Puis on voit qu'il y a davantage de discussions maintenant là, avec l'Ontario pour trouver des solutions. Alors, nécessité fait loi. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tout ça va bien s'équilibrer.
Je suis tout à fait d'accord. D'abord, c'est très ponctuel. Les surplus, on n'a qu'à regarder, à prendre une perspective un peu plus historique pour voir que ce n'est pas la première fois, c'est certainement pas la dernière fois. Donc, ce n'est pas des surplus qui sont là pour rester. Un gros projet d'aluminerie qui arrive au Québec. Une nouvelle signature d'entente pour l'exportation d'électricité du Québec vers l'Ontario, autre que celle qu'on a déjà signée. D'ailleurs, Équiterre a fait une étude avec une organisation ontarienne qui s'appelle Ontario Clean Air Alliance qui montre qu'on pourrait vendre tous nos surplus à l'Ontario, qu'on ferait plus d'argent en faisant ça qu'en le vendant sur les marchés d'électricité. Ça coûterait moins cher à l'Ontario que de rénover ses centrales nucléaires. Ce serait beaucoup plus propre aussi, évidemment. Donc, c'est très ponctuel, mais la proposition de ce matin, c'est pas de dire produisons de l'électricité, de l'énergie pour produire de l'énergie, c'est de dire prenons cette énergie renouvelable-là pour substituer une énergie qu'on importe, qui nous coûte cher et qui est très polluante, c'est-à-dire le pétrole. Alors, ce n'est pas des surplus qu'on va ajouter, là, mais on les prend vraiment et on les dédie à remplacer une forme d'énergie que nous n'avons pas et qui est très dommageable, tant d'un point de vue économique pour le Québec que d'un point de vue environnemental pour l'ensemble de la planète. J'ajouterais que ces énergies, certaines de ces énergies, comme la biomasse, ce sont une solution justement à la pointe hivernale électrique. Donc, c'est des enjeux au Québec qui doivent être résolus. Donc, au-delà de la question des surplus, il y a des problèmes ponctuels avec nos réalités québécoises. Et puis, ce type d'énergie-là est une solution finalement à cet enjeu. C'est aussi des solutions aux enjeux tout ce qui est réseau autonome, donc les communautés notamment plus éloignées ou les communautés au nord du Québec. Donc, on va chercher aussi valeur ajoutée, puis on va chercher des réponses à des problématiques ciblées aussi avec ces types d'énergie renouvelables. Autre question? Oui, madame? Ça sera en anglais. Could I please hear you in English on, let's start with Mr. Delpat on how going greener will be good for the economy? Well, forget first of all the question of economy. I mean, no matter what, as a worldwide, we need to address the issue of climate change. We need to reduce the emission of greenhouse gas. And so we can discuss about objective, about ideology, about different aspects of the equation. What we have here by the association is a proposal in order to achieve a certain level of the objectives that are targeted in Quebec. It doesn't address everything. I mean, greenhouse gas emission is a problematic that is related to individual behaviors, about industrial behaviors, about different factors, but production of renewable energy is a part of the solution. And if we are able to address correctly this equation, I mean, we can increase economic development and I would say to support the prosperity, a better prosperity for Quebec, if we address correctly how we can go there, and it has to be to set clear objectives and clear programs on a certain period of time, so the investments will go and support the objective. Basically, we know that oil is there, and even if we are discussing about renewable environment and so forth, petroleum industry itself said clearly last summer and last spring that there will be a reduction overall. You talked about, or you mentioned that there were some weaknesses to wind power. What are the weaknesses of wind power? Well, if there is no wind, there is a difficulty to, it's not like a battery, you cannot stock the energy you produce. I mean, the hydroelectricity, you can, you know, the reservoir, before the dam, I mean, you can accumulate the water, so it's like a battery. And
And when you need it, you just have to let the water go. I mean, windmills energy has not the same level, but there are other advantage benefits, such as I mentioned. I mean, it's closer to the consumption centers and so forth. They are all the files. Will it be hydroelectricity? Will it be windmills? Will it be biomass or waste methanization? Excuse my English. I mean, all of them have their strengths and their weaknesses. It depends on how you use it. What is interesting here is we have in Quebec the possibility to table on the strengths of everyone to fulfill the need we have if we use it smartly. Mr. Guilbeault, about biomethane, that's what biomethane? But, yeah. Okay. Using compost? Well, there's different technology. Biomethanization is one of them. Second generation ethanol, where you can use urban waste to produce ethanol, which is a substitute to oil. So there's different technologies. Okay. So about urban waste and the role of municipalities and all of this. I know that on my street, no one uses compost. I think there's probably a minority of Quebecers who do that. But do you think that at some point the government or the municipalities will have to force people to go down that route and compost? Do you think that Well, in fact, be forced? it will happen. Many municipalities already have mandatory programs for composting. The City of Montreal by 2017, so 2 years from now, composting will be mandatory in the province. And frankly, I mean, thank God we're catching up to, it's been like that in Toronto for a decade. So we're welcome to the 21st century, Quebec. Let's do this. But yes, and people some people at first will say, just like they did with recycling, oh my God, recycling's so complicated. We can't do that. And, it was so more complicated than normal waste. And now we're doing it. In fact, every year Quebecers produce more recycling than they produce waste. We still produce too much waste, but we've adapted, and it wasn't a giant leap in the unknown. We just had to learn to do things differently. So yes, it is going to happen, and it is going to happen very quickly. And can I just ask you one last question about your hopes for your recommendations? Do you have the minister's ear, and what assurances do you have that the government will develop a policy like the one that you would like to see? I think if we had assurances, we wouldn't be here. And our lives would be very dull, because it would make our work too easy. I think that many of us have met with ministers and officials from various departments, and I think we will continue to do so, encouraging Quebec to adopt the best possible energy strategy for the 21st century that we can, a strategy that is in line with other objectives that we have, such as those of reducing greenhouse gas emissions by substantial level by the year 2030, by the year 2040, and by the year 2050. I mean, we want to reduce greenhouse gas emissions in Quebec by 80 to 95% in the next 40 years or so. So it's a tremendous undertaking. We can do it if we make the right decisions, and one of those important decisions in the coming months will be the energy strategy. Thank you very much. Merci beaucoup à tous. Si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez venir nous voir. Merci. Merci de votre présence. Merci.